5e jour des combats à Kiev, toujours encerclés avec des échanges de tirs entre les soldats pro-russes et les combattants ukrainiens. Pendant ce temps, les négociations se poursuivent à Gomel, en Biélorussie, pour tenter de trouver une voie de sortie de la crise sans qu'une résolution ne sorte de ces discussions, même si les deux parties se sont mis d'accord aujourd'hui pour un deuxième round de discussion. Un cessez-le-feu serait l'objectif. La tension ne se désamorce pas pour autant. Les réfugiés ukrainiens se bousculent dans les quais, mais tout le traitement qui sera réservé à ces réfugiés ne sera pas le même. Ces déplacés ne sont pas ou n'ont pas le même traitement. Des points que nous allons aborder en cette 5e édition consacrée à l'Ukraine. Mais avant tout, on se retrouve dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour une 5e édition consacrée toujours à la crise russo-ukrainienne. Pour en débattre aujourd'hui avec nous à travers Skype, Madame Violette Daguerre. Je rappelle qu'elle est présidente de la Commission arabe des droits de l'homme. Elle est depuis Paris avec nous. Il y aura également avec nous par le téléphone l'économiste ou l'expert en économie à travers il est à Bouagui, Monsieur Mohamed Rebah. Mesdames et messieurs, donc je le disais, bonsoir. La crise russo-ukrainienne continue de faire couler beaucoup d'encre. Les négociations en ce moment ont commencé depuis cet après-midi. Ils se poursuivent. Les deux parties russes et ukrainiennes se sont mis d'accord pour un deuxième round des négociations pour trouver ou essayer de trouver un cessez-le-feu et arrêter les hostilités. Entre-temps, des conditions et des préalables ont été posés par les uns et par les autres. Alors, je me tourne vers vous, Riyad, plutôt Sofiane Baroudi. Vous êtes journaliste à la rédaction et vous êtes aussi notre invité aujourd'hui sur le plateau. Alors, il y a quand même des négociations qui ont été faites, des négociations assez dures aujourd'hui pour essayer de tirer quelque chose ou de trouver un compromis. Selon vous, le fait d'aller vers un deuxième round et de chercher dans ce deuxième round peut-être à signer un cessez-le-feu en Ukraine, est-ce que cela ne va pas prendre beaucoup de temps et qu'entre-temps sur le terrain, la situation risque de se décomposer ? Moi, je pense que déjà, il faut savoir que ces négociations sont plus des négociations de guerre pour aller vers des trêves sur certains théâtres plutôt que des négociations diplomatiques au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire que la situation actuelle sur le terrain fait qu'il y a une profusion et une multiplication des fronts. Et si vous voulez, il y a une pression très très forte sur le gouvernement de Kiev et Moscou a pour objectif apparemment de prendre l'initiative des négociations après avoir pris l'initiative militaire. Et donc ce qui se passe, c'est un peu aussi une forme d'envoi de signaux de dissuasion à Kiev. Par exemple, ce qui peut en ressortir déjà, c'est premièrement, on repart vers la Biélorussie où il y a eu les accords de Minsk 1 et 2. D'ailleurs, Kiev, selon les dernières informations, veut sortir de ce cadre-là, c'est-à-dire qu'elle veut réintégrer, elle a demandé à réintégrer la Crimée dans son territoire et aussi veut aller au-delà du statut spécial des régions du Donbass. En fait, les 4 points sur lesquels la Russie est toujours revenue, c'est-à-dire sur lesquels elle a toujours imposé des conditions, y compris à l'Occident. Donc, elle revient vers ce point. Au fait, le message, elle discute avec l'Ukraine, mais le message, c'est aussi pour cette communauté occidentale, y compris les États-Unis. Madame Violette Daguerre, vous êtes toujours avec nous, donc à travers Skype. J'allais vous faire intervenir sur cet aspect. Vous savez qu'en ce moment, il y a des négociations et que les deux parties se sont mises d'accord pour justement aller vers un second round. Mais un second round n'est-il pas trop long aujourd'hui? N'aurait-il pas peut-être fallu trouver aujourd'hui une solution, ne serait-ce que partielle, pour, j'allais dire, alléger la souffrance des Ukrainiens sur le terrain? Bonsoir. Je pense que tout le monde a intérêt à ce que ça aille très vite pour alléger les souffrances des Ukrainiens sur le terrain et ceux qui partent de leur maison et ceux qui ne trouvent plus de l'argent ou de quoi manger.
Et aussi les autres, les Russes aussi, je crois que eux aussi, ils n'ont pas été gâtés dans cette histoire qui se préparait depuis des années. Absolument. Ils savaient ce qui se tramait pour, d'un côté, mettre la main, disons, sur la décision de l'Ukraine pour qu'elle reste dans le giron américain sioniste. Il y a eu préparation depuis longtemps pour que ça soit comme un concert dans ce corps de ces pays qui ont été l'Union soviétique et après qui ont pris leur indépendance quand il n'y a plus d'Union soviétique. Et maintenant, on les utilise parce que, bon, lorsque vous savez, comme on a vécu dans nos pays arabes, c'est presque le même scénario qui se répète. On travaille sur des gens à nous, on les met au pouvoir et c'est eux qui sont le paravent pour que l'Américain, le sioniste, fait ce qu'il veut pour toujours avoir En plus fait, on parle, d'argent, mettre la main sur les richesses des pays, vendre plus d'armes et ensuite la décision soit toujours dépendante de l'Américain qui lui veut toujours avoir une hégémonie sur ce monde sans contrepartie, sans un autre ou une autre partie qui puisse dire non et faire un équilibre. Je pense que tout le monde maintenant a envie que ça ne tarde pas et je crois que Poutine s'est préparé et je pense que il sait ce qu'il est en train de faire. Bien sûr, la date d'un deuxième round n'a pas été donc communiquée. On ne sait pas encore. Est-ce que c'est une date qui est très très proche ou est-ce qu'une date qui risque de s'éloigner un petit peu dans le temps? Bien sûr, on souhaite que cette date soit très très proche, c'est-à-dire pour alléger les souffrances de part et d'autre. Parce que même du côté russe, il y a des victimes, c'est ce qu'on ne dit pas souvent. Donc, Monsieur Mohamed Rabbah, vous êtes toujours là? Vous êtes avec nous, donc vous êtes à Oum le Bouagui. Monsieur Rabbah, j'allais vous faire intervenir justement sur ces négociations aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ces négociations qui vont se faire, où la Russie est en train de revenir sur les mêmes préalables, et des préalables de souveraineté et d'intégrité territoriale, seront plus ou moins acceptées par l'Ukraine, sachant toute l'obédience qu'elle doit à l'Occident? Moi, je pense que les deux parties ont intérêt à se mettre d'accord parce qu'actuellement, c'est l'économie mondiale qui est en train de pâtir et de payer le prix, et notamment les pays pauvres. Parce que cette crise, de mon point de vue, elle aura trois impacts sur le monde économique. Le premier impact, c'est la rupture de l'approvisionnement en gaz russe qui pourrait pénaliser fortement les puissances économiques européennes. Le deuxième impact qui est très important, c'est l'impact sur les ménages et les entreprises et notamment les pays pauvres. Et le troisième impact, ça va être l'impact des sanctions et notamment la sanction sur la procédure SWIFT qui va entraîner des lourdeurs très importantes et qui va ralentir l'économie mondiale. Donc, je répète encore, les deux parties ont intérêt à se mettre d'accord parce que c'est tout le monde qui va payer les pots cassés. Et on a intérêt à se mettre d'accord. Il faut prier pour que ces deux pays se mettent d'accord et arrêtent un peu ce qui est en train de se faire parce que les vies humaines qui sont en train de... On est en train de payer en vie humaine et en... Oui, Mohamed Rabbah, restez avec nous. On reviendra vers vous lorsqu'il s'agira donc de ce volet économique qu'on va aborder d'un instant à l'autre. Alors, Sofiane, j'allais dire, aujourd'hui, il y a eu 4 points sur lesquels les négociations ont porté. Alors, il y a eu la reconnaissance de la souveraineté de la Crimée. C'est un point très important pour les Russes. Ils ne vont pas faire marche arrière là-dessus. Et puis, il y a aussi le fait qu'ils demandent à stopper la course à l'armement. Il demande à l'Ukraine, donc à l'armement nucléaire, et surtout le retour à la neutralité, celle qui était déjà imposée lors des accords de Minsk, que l'Ukraine n'a pas respecté contrairement aux autres pays voisins. Et pour en finir, le sujet qui est très très favorable, je dirais préféré pour Poutine, c'est la dénazification de l'Ukraine, c'est-à-dire cette extrême droite montante à qui on reproche d'ailleurs d'être manipulée par l'étranger. En fait, moi, je pense qu'il y a 2 volets intéressants à mettre en exergue dans ces négociations en Biélorussie. Le premier volet, c'est que Moscou
continue de prendre l'initiative après la militaire et la diplomatique, mais essaie toujours de faire avancer ses objectifs. Parce que les objectifs de l'opération russe ne sont pas des objectifs à proprement parler militaires, d'invasion ou de conquête. C'est plutôt des objectifs clairement politiques qui sont ceux d'essayer de, on va utiliser le terme, déraciner les groupes, notamment les groupes d'obédience néofascistes, hyper-nationalistes ukrainiens qui ont une histoire lourde dans la région, notamment l'histoire liée à la collaboration et au groupe Bandera, etc. Et ces groupes-là, par exemple, je citerai le bataillon d'Azov, qui actuellement est une milice paramilitaire qui agit beaucoup dans la zone orientale de l'Ukraine. Moscou veut absolument déraciner ces groupes-là qui soutiennent le pouvoir de Zelensky par la dissuasion, c'est-à-dire l'opération militaire, parce que le signal aussi qui est envoyé depuis la Biélorussie, c'est que la Biélorussie peut à n'importe quel moment s'incorporer et faire partie. D'ailleurs, la Biélorussie, au même moment qu'il y avait les négociations, a envoyé des colonnes à la frontière, parce que déjà, de Gomel à Kiev, je crois qu'il est à 150 km, c'est-à-dire que ça pourrait ouvrir une nouvelle brèche ou un nouveau front pour la chute de Kiev. Ça veut dire tout simplement qu'un signal pour l'Ukraine pour dire que nous sommes toujours prêts militairement. Ce n'est pas parce qu'on négocie que forcément on va retirer ou retrancher nos troupes. Exactement. Ça, à mon avis, ce que veut dire Moscou, c'est que l'objectif de déraciner les groupes néofascistes qui soutiennent le pouvoir de Kiev est un objectif intangible et qui ne risque pas de changer. Après, ça sera à l'Ukraine de prendre la décision de ou se défaire, si vous voulez, de voir s'ils veulent ou pas réellement aller vers la paix. Nous avons juste la carte derrière nous. Alors, Sofiane, si vous voulez un petit peu expliquer à nos amis téléspectateurs ce qui se passe réellement aujourd'hui sur le terrain du côté de l'Ukraine et des frontières avec la Russie, les frontières de l'Est dont on parle souvent et celles de la Biélorussie également. En fait, les troupes russes ont lancé des attaques sur 3 axes principaux. Il y a le premier axe qui est l'axe oriental de l'Ukraine, c'est-à-dire l'ouest de la Russie, principalement Donbass, qui est une région qui a vu déjà une guerre de position qui a duré depuis 8 ans, depuis 2013-2014 et la chute du gouvernement Yanukovych. Donc c'est le premier axe. Sur cet axe-là, principalement à Donetsk et à Luhansk, les forces russes appuient les forces armées des républiques autonomes. Oui. Alors là, c'est du côté de l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire à la le bassin russe. du Donbass. Voilà. Exactement, de ce côté-là. Oui, vous pouvez. Sinon, il y a d'autres offensives qui sont lancées depuis la Crimée, c'est-à-dire depuis le sud. Oui. Et il y a un autre axe. Pour qu'on puisse vous entendre, Sofiane, alors c'est ça, c'est nécessaire. restez. Qui est l'axe depuis le nord. Le nord, c'est le troisième axe. Du côté de la Biélorussie. Non, pas depuis la Biélorussie. Pour le moment, les Biélorusses nient complètement leur implication militaire dans le conflit. Oui. Il y a un front nord depuis la Russie. C'est d'ailleurs le front qui cible Kiev, la capitale. Mais la Biélorussie peut à n'importe quel moment rentrer dans la ligne de la confrontation. Ils nient peut-être leur intervention dans la région, mais ils nient pas leur alliance avec la Russie. Je veux dire, ils sont pro-russes et ils l'assument entièrement. J'aimerais ajouter quelque chose. Hier, le président russe a ordonné de passer vers le plan de dissuasion nucléaire et la Biélorussie a suivi tout de suite après. Oui. Il y a un projet de changement de la constitution biélorusse. On n'a pas parlé de la région de la Crimée, c'est-à-dire vers le sud, le bassin sud et la mer Noire. La mer Noire. Qui aujourd'hui est un petit peu convoitée et qui reste pour les Turcs quand même un point de grande divergence avec la Russie. Odessa est un des grands objectifs de l'attaque russe parce que Odessa, c'est la principale ville sur mer Noire ukrainienne et prendre Odessa, ça serait priver complètement l'Ukraine de tout accès à la mer Noire. La mer Noire où il y a une profusion d'acteurs militaires. La Turquie a refusé de fermer les détroits des Dardanelles et du Bosphore à la Russie. Et les forces de l'OTAN sont aussi présentes et la mer Noire risque de constituer un enjeu de très grande importance et un conflit de grande intensité. Oui, puisque vous parlez de la Turquie, je voudrais juste rappeler que la Turquie a fourni des drones à l'Ukraine, donc pour vous dire que cet objet de la mer Noire est un vieil espace de tension turco-russe. Je reviens vers vous, Madame Violette Daguerre. Aujourd'hui, nous avons une tension entre l'Ukraine, entre la Russie, et nous avons au milieu aussi
des gens qui sont en train de souffrir. Nous avons aussi des déplacés. Alors, on parle souvent de déplacés ukrainiens vers l'ouest, c'est-à-dire avec la frontière avec la Pologne, du côté donc de la Pologne, mais nous avons aussi des régions de l'ouest de la Russie qui, eux, souffrent également, où il y a des combats et on ne le dit pas, et il y a aussi des déplacés. Ils fuient seulement vers la Russie. C'est juste la direction qui change. Vous savez, madame, dans les guerres, il y a toujours les civils qui sont chers à nous. Et ça, on ne peut pas y échapper, bien qu'il semble que les Russes ont essayé de tout faire pour épargner tout cela, mais aussi il ne faut pas oublier que l'Europe, les États-Unis sont en train d'utiliser les informations de manière à manipuler l'opinion publique aussi, Absolument. à faire des vidéos comme ça a été fait en Syrie par exemple et dans d'autres pays arabes lors du printemps arabe et autres, pour dire que voilà l'horrible Russie et pour pouvoir mettre tout le monde contre la Russie et ce qui se passe. Vous savez, c'est une guerre d'information aussi. Oui, effectivement, vous faites bien de le dire. Oui, allez-y, continuez votre idée, on y reviendra. Oui, mais allez-y. Ce qui est important, c'est que les informations importantes, on ne les voit pas. Parce que même Twitter, Facebook et tout le monde s'y met pour jouer le jeu des sionistes, parce que ce sont le même groupe après tout. Et parce que les médias sont orientés aussi. Voilà. Les médias occidentaux sont vraiment orientés. Comment on peut savoir quelles sont les informations vraiment objectives, et sauf s'il y a des gens sur le terrain qui sont en train d'envoyer les images et leurs rapports sur la situation. Oui. En tout cas, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses, des exactions aussi qui se passent, mais ça peut être travaillé par d'autres aussi, pour d'autres raisons, surtout ces nazis, ces groupes d'extrême droite aussi, qui ont d'autres objectifs et qui utilisent ces pauvres gens qu'on voit dans les rues pour assouvir leur visée. Oui. Oui, Madame Daguerre, j'allais dire juste une petite réflexion. Au fait, c'est la première fois depuis le début de l'offensive donc russe, pour la première fois, je disais, les 27 vont faciliter la délivrance d'armes létales, je reprends donc, y compris des avions de combat, en débloquant 450 millions d'euros pour l'envoi d'une assistance militaire à Kiev. Alors, c'est la première fois. Pourquoi avoir attendu 5 jours pour le faire ? Si tel était le cas pour aider l'Ukraine, pourquoi ne l'a-t-on pas aidé depuis le début? Est-ce que c'est par crainte de voir Kiev tomber entre les mains des pro-russes ou de la Russie, tout simplement? Les combats, peut-être, c'est pour pouvoir... vous savez, maintenant, on sait que le but est de faire que cette guerre dure le plus longtemps possible pour mieux détruire, pour vendre plus d'armes, et pour arriver à obtenir les visées que les Américains ont voulu, c'est-à-dire foutre la pagaille en Europe et aussi enchaîner toujours les Européens et leur interdire de collaborer avec les Russes, alors que c'est une puissance. On disait que les Américains étaient en train de projeter, de régler leur compte avec les Russes et ensuite avec les Chinois. Après avoir passé sur nos ports dans nos pays arabes. Alors, Madame Violette Daguerre, justement, à propos d'Américains, je vais revenir vers vous, restez avec nous. À propos des États-Unis, Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche, avait déclaré que la chute de Kiev est une réelle possibilité. On l'écoute. La chute de Kiev est une réelle possibilité. Nous continuons à voir la progression de l'armée russe. Même si nous avons vu une résistance sur le terrain, l'armée russe continue d'avancer vers Kiev. Il y a donc une réelle possibilité. Alors, voilà, Barodi, que pensez-vous de cette déclaration? D'autant plus qu'avec la réaction de l'Union européenne, qui marque un véritable revirement de position. C'est un basculement carrément historique. Alors, quelle lecture peut-on faire? À mon avis, il y a aussi une logique de continuité, c'est-à-dire que l'Union européenne et les États-Unis ont soutenu Kiev depuis maintenant les 8 ans que dure la guerre de basse intensité au Donbass.
C'est juste qu'actuellement, il y a une volonté d'intensification, par exemple, des livraisons d'armes, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que l'offensive russe soit si conséquente à ce moment-là particulièrement. Les médias mainstream, les médias occidentaux ont préparé leur opinion à la fameuse, entre parenthèses, invasion russe, mais personne ne s'attendait à ce que ça soit d'une telle, si vous voulez, d'une telle ampleur, puissance et d'une telle ampleur. Et surtout, il y a l'aspect important qui est que Zelensky a appelé, je cite, les combattants aguerris au combat en Europe. Et là, il y a un sens très, très lourd pour les conséquences. Ça veut dire que lui, les gens qu'il appelle, c'est principalement les différentes extrêmes droites qui ont exercé dans les Balkans, surtout dans l'ex-Yougoslavie, qui ont été aidés par l'OTAN. Il y a même des informations qui disent qu'il a fait appel à des prisonniers les plus redoutables pour qu'ils combattent. C'est-à-dire que là, il fait un petit peu appel à n'importe qui, quelque part. C'est un peu dangereux. En réalité, on peut y voir aussi une forme de chantage à l'Union européenne. Ça veut dire que si l'Union européenne ne met pas le paquet pour aider Kiev, il y aura une généralisation du conflit au reste de l'Europe parce qu'il y a des poudrières en Europe. Je citerai par exemple la poudrière des Balkans ou la situation en Bosnie, entre les Serbes de Bosnie et les Croates de Bosnie. Les accords de Dayton sont remis en cause. Les accords de Dayton, qui ont été, bon, on va dire, orchestrés par Paris et par Berlin, sont remis en cause. Et à n'importe quel moment, il peut y avoir une résurgence des problèmes au Kosovo, en Serbie et principalement dans les Balkans. Absolument. J'allais donc reposer la question à Violette Daguerre sur ce revirement de position. Est-ce que réellement aujourd'hui l'Union européenne se sent menacée par l'enlisement, sait-on jamais éventuellement, de l'offensive russe en Ukraine, ce qui expliquerait cette décision? La situation en Europe commence à devenir assez difficile à tenir si ça dure quelque temps, parce que je crois que le but c'était que l'Europe arrive à baisser les bras et à devenir comme nos pays ou certains pays chez nous qui n'ont pas d'avis ou d'opinion, mais qui sont des exécuteurs. Oui. Et là, je crains qu'en Europe, et depuis longtemps j'entends parler de graves problèmes qui attendent l'Europe, et je me disais que sous quelle forme ça va arriver, et là je commence à voir comment ça peut être maintenant. Oui, oui. Mais ce qui est important, c'est que même Kissinger, on sait que c'est quelqu'un quand même qui travaille pour le compte des sionistes et il le fait. Ce n'est plus un secret pour personne. Même lui, il a dit dans un article que, en tout cas, on n'a pas intérêt à ce que l'Ukraine ne reste pas, disons, neutre, parce que personne n'a intérêt à ce que les choses se dégradent et la situation s'envenime entre eux et les Russes. Oui. Ils voyaient les choses peut-être arriver parce qu'ils étaient en train de préparer tout ça quand même. Ça a mis des années peut-être. Et ça fait 10 ans que cela se passe. Poutine peut-être a trouvé le moment opportun pour commencer à régler le problème et enlever ce cancer du corps de l'ancienne Union soviétique. Et demander la neutralité de ces pays qui étaient de l'Union soviétique et qui sont devenus maintenant indépendants. Et la neutralité, mais pas d'être dans le giron de l'OTAN. Oui, et pas d'avoir l'arme dirigée vers la Russie à partir de ces pays. Donc je crois que c'est une histoire assez importante ce qui arrive aujourd'hui, surtout que, et écoutez ça, c'est important si ça s'avère réel. J'ai lu que les Russes ont détruit 13 laboratoires biologiques en Ukraine qui ont été sur une île de, comment elle s'appelle, Al-Af'a, bon, je ne sais pas comment ils la traduisent, l'île de serpent peut-être, ou quelque chose comme ça. Non, c'est une petite île où il y a ces laboratoires et il semble qu'il n'y a plus personne, ça a été détruit. Il y en a qui étaient très loin sous la terre. Ce qui nous amène d'ailleurs directement
Madame Violette Daguerre, justement, ce qui nous amène directement à parler de cette aide humanitaire, toujours proposée par l'Union européenne, qui réserve 33 tonnes d'aide humanitaire en Pologne pour secourir ou accueillir les réfugiés ukrainiens. Pendant ce temps, l'évacuation, elle, ne se fait pas de la même manière. Le traitement n'est pas le même avec les Ukrainiens de souche qu'avec les réfugiés étrangers ou d'origine étrangère, comme par exemple ceux originaires d'Afrique ou ceux originaires du Maghreb ou du monde arabe. On va le voir tout de suite. Oui. Alors nous allons voir les images de ces réfugiés qui implorent pour pouvoir prendre le train pour aller vers la Pologne, alors que la priorité a été donnée aux Ukrainiens de souche. Et nous avons le nombre des réfugiés qui a été communiqué par l'ONU, qui parle de près de 368 000 fuites, donc réfugiés qui ont fui les combats depuis le début de l'offensive. Le HCR, lui, parle carrément de 500 000 réfugiés. Vous voyez, le nombre est énorme, Madame Violette Daguerre. Ce n'est pas, je dirais, quelque chose dont on pourrait passer sous silence. Mais comment expliquez-vous qu'en pleine guerre ou en pleine offensive aujourd'hui, on trouve quand même le temps de faire dans la discrimination et qu'il y ait des réfugiés, je dirais, VIP et plus que d'autres? C'est la nature humaine, malheureusement, surtout dans des situations comme ça, où le plus important, c'est moi, ensuite c'est l'autre. Et moi, je choisis ceux qui restent et ceux qui partent. Et aussi, comme j'ai le pouvoir, alors j'utilise mon pouvoir pour discriminer. Bien sûr, on a vu aussi ces vidéos où, à l'intérieur de bus, on sortait les Africains et les autres, et pour que les Ukrainiens qui ont des yeux bleus rentrent d'abord. Oui, bien sûr, mais on sait que en Europe, depuis très longtemps, et moi j'ai écrit d'ailleurs là-dessus, il y a quand même un certain fascisme qui a commencé depuis pas mal de temps. Le nazisme ou la dénazification dont parlait Poutine, quelque part. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Et ça, on le voit qui se traduit de plusieurs manières. Et là, c'est de plus en plus. Depuis aussi cette crise qu'on a appelée le Covid, bon, on a donné des noms. En tout cas, on voit comment les peuples sont gouvernés par ces malades, je dirais, qui les gouvernent et qui ne font que appliquer des directives, mais pas gouverner dans l'intérêt des peuples. Et là, je crois que c'est un autre exemple qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, pour montrer jusqu'à quel point l'homme est devenu un loup pour l'homme. Oui, même dans les questions humanitaires. Pas dans une civilisation. On peut parler de démocratie, de droits de l'homme, de liberté, de ce qu'on veut, mais ce n'est qu'un écran pour les exécutions et exactions qui se passent derrière par ces mêmes pays et ceux qui gouvernent le monde. Voilà. Effectivement, cela nous amène aussi à parler, Sofiane, et on va le voir sur donc les répercussions économiques. Elles sont énormes, en plus donc de celles qui se répercutent sur l'énergie, le pétrole, le gaz. Il y a aussi celles qui se répercutent sur le marché céréalier, comme le blé. Nous savons très bien que l'Ukraine, je dirais, exporte la moitié donc de sa production vers les pays de l'Afrique du Nord aujourd'hui. Donc il y aura des pays qui vont ressentir ces répercussions. Et dans ce cas-là, je me tourne vers vous, Monsieur Mohamed. Donc, je disais, Monsieur Mohamed, vous êtes toujours là avec nous? Oui, oui. Monsieur Rbah, donc je disais, quelles seraient les répercussions d'abord sur les pays qui sont tributaires de la production de blé et qui exportaient donc de l'Ukraine et qui importaient de l'Ukraine, mais également de la Russie, si jamais cette évolution de la situation venait à perdurer, est-ce qu'on ne va pas vers un blocage ou un gel? Et dans ces cas-là, les répercussions seraient directes. Effectivement, ces tensions vont entraîner un choc économique mondial, étant donné l'importance de la Russie et de l'Ukraine pour l'énergie et les matières premières. C'est un vrai casse-tête pour l'Europe, puisque 40% de son gaz et 30% de son pétrole proviennent de la Russie.
L'économie russe, elle, quant à elle, elle dépend de 60% des exportations, de ces exportations qui sont très importantes. Étant donné que la Russie est le premier producteur mondial de blé, il fournit 40% du gaz européen. Il est également premier producteur de palladium, c'est un métal du groupe platine qu'on utilise pour la construction des pots d'échappement des voitures. La Russie est également le deuxième producteur d'aluminium et de nickel. Il est le 7e producteur de cuivre dans le monde. Et l'Ukraine, quant à elle, est le premier producteur mondial de maïs. Compte tenu de ces données, vous voyez bien que cette crise va avoir des répercussions très importantes sur l'économie mondiale et notamment sur les pays pauvres qui auront du mal à payer leurs factures en matières premières et notamment les pays émergents en blé et en maïs. Oui. Alors, justement, concernant le maïs, nous savons que, par exemple, la Russie, l'année passée, avait exporté près de 50% de son blé, donc le tonnage, vers les pays de l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, cette quantité peut-être risque de connaître vraiment, je dirais, une diminution, pour ne pas dire carrément une absence. Et donc, quelles seraient les conséquences sur le court terme, même pas le long terme? Non seulement il va y avoir une diminution des quantités mises sur le marché, mais il va y avoir également une inflation, c'est-à-dire les prix vont augmenter de manière vertigineuse. Au jour d'aujourd'hui, la tonne de blé a atteint un record. Elle coûte 344 €. Le gaz naturel, quant à lui, en une seule journée, il a augmenté de 40%. Et le pétrole, comme vous le savez, il a dépassé les $100. C'est-à-dire, c'est un niveau qu'il n'a jamais atteint depuis 2014. Alors, je rappelle juste pour l'information, monsieur... Tout ça va avoir des conséquences directes sur les pays pauvres. Oui, je rappelle juste pour l'information, monsieur Mohamed Rabbah, que en 2021, la Russie a exporté pour près de 19 millions de dollars de céréales vers la Tunisie, selon l'Observateur agricole tunisien. Donc, c'est vous dire que... certainement, certains pays vont être carrément les victimes collatérales de ce gel s'il venait à se confirmer. Sofiane, je me tourne vers vous aujourd'hui. Alors, sur le plan énergétique, il paraîtrait que, selon les observateurs et selon ce qui se dit, la réserve énergétique en gaz pour l'Europe a été en deçà, 27% en deçà de ce qu'elle aurait dû être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 60% de réserve en gaz souterraine, alors que l'optimal ou la quantité requise aurait dû être de 75%. Alors, déjà, le conflit n'a pas encore commencé. Je veux dire, les opérations à peine commencées, que nous nous retrouvons déjà, où l'Europe se retrouve déjà en crise. Si cela venait à durer, les conséquences seraient réellement lourdes. Et dans ces cas-là, quel est, si vous voulez, le substitut? Déjà, je rappellerai que l'origine de la crise ukrainienne vient du fait que l'Ukraine soit le principal pays de transit du gaz russe, mais aussi du gaz caucasien par gazoduc vers l'Europe. Par exemple, la fameuse Yulia Tymoshenko, le leader de la fameuse révolution orange, était elle-même impliquée dans le transit gazier vers l'Europe. L'Italie, par exemple, a un gazoduc qui arrive depuis à travers le territoire ukrainien. D'ailleurs, les Italiens sont en mouvement. C'est une plaque incontournable quelque part. Exactement, tout le monde est tributaire. Tout le monde est Donc tributaire. tout le monde a intérêt qu'il n'y ait pas de guerre quelque part. Il y a aussi le gazoduc Nord Stream 1 qui passe par l'Ukraine et qui fournit une bonne partie du gaz européen. Mais là n'est pas juste le problème. Le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que, premièrement, l'espace européen a un problème structurel de stress énergétique puisqu'il ne produit pas lui-même son énergie. Par exemple, la France, qui n'est pas dépendante directement du gaz russe ou du gaz caucasien, est dépendante de l'uranium du Niger.
pour la production de son électricité. Oui. Maintenant, par exemple, l'Afrique du Nord prend un poids considérable sur le théâtre géopolitique, notamment méditerranéen, parce que les principales alternatives sont l'Algérie, mais aussi la Libye. D'ailleurs, le conflit libyen des 10 dernières années s'explique en partie par le fait que beaucoup d'acteurs géopolitiques se positionnaient déjà en Libye en prévision. Vous parlez donc d'un palliatif en cas où il y aurait gel, en cas où il y aurait conflit. Mais sur il y a déjà un conflit. Si ça s'aggrave, ça veut dire que les acteurs géopolitiques s'attendent carrément à, si vous voulez, à une coupure par le feu, éventuellement. Il y a déjà des groupes de sabotage, beaucoup de groupes de sabotage qui opèrent sur tout le territoire ukrainien et les deux parties s'accusent mutuellement d'actes de sabotage qui touchent des réserves d'essence, de gaz et éventuellement des gazoducs. Après, même par exemple les négociations sur le nucléaire iranien, on a vu une avancée sur ce dossier-là dernièrement parce que l'Iran peut constituer aussi un substitut à travers par exemple le bassin de Baras qui devait être exploité par des sociétés allemandes et françaises, mais le projet a été empêché par les sanctions de Trump en 2016. Et on parle aussi de plus en plus de cette possibilité. D'ailleurs, cette crise, on a vu la flambée du prix du pétrole qui a dépassé les $100. Alors, est-ce que ce ne serait pas profitable quelque part aux États-Unis qui, elles, comptent beaucoup sur son gaz de schiste et sur sa commercialisation. Aujourd'hui, on voit que même ce gaz de schiste pourrait atteindre les $100, ce qui est énorme et ce qui est, diront de manière sournoise, bénéfique pour l'économie américaine aussi, il faut le dire. Je vous rejoins exactement sur cette analyse-là. Et elle s'échelonne sur deux volets. Le premier volet, c'est que les principales multinationales d'exploitation énergétique sont des multinationales anglo-américaines et donc l'augmentation des prix va forcément faire engranger des profits à ces multinationales. Deuxièmement, l'un des objectifs stratégiques qui est affiché même par l'administration américaine, c'est de priver les Chinois, puissance montante, d'approvisionnement en hydrocarbures pour essayer de stopper ou de freiner le développement de la Chine. Ça, on l'a vu par exemple même comme objectif de plusieurs autres guerres. Je citerai par exemple la guerre au Yémen dont l'objectif est le contrôle du transit par les mers et les détroits où passe une bonne partie du pétrole moyen-oriental. Voilà. Donc, un sujet intéressant, Monsieur Mohamed Rabbah, puisque de toute façon, en dépit de toutes les critiques qui ont été faites concernant l'exploitation du gaz de schiste, surtout pour les écologistes qui nous écoutent et qui ne sont pas tout à fait favorables, n'empêche que cette crise va peut-être voir une montée en puissance de l'exploitation du gaz de schiste. Serait-il aujourd'hui quelque chose de profitable pour certains pays qui pourraient justement exploiter le gaz de schiste comme palliatif tout simplement aux énergies fossiles? Certes, le gaz de schiste va pallier un petit peu à la baisse de production de gaz et de pétrole dans le monde, mais à lui seul, il n'est pas suffisant parce que si on retire la production russe, la Russie qui est un gros producteur de gaz et de pétrole, ça va impacter brutalement l'approvisionnement des pays développés. Ceci étant, pour la Russie, la situation actuelle, c'est un avantage pour la Russie. Tant qu'on n'a pas arrêté les importations de matières premières de gaz et de pétrole de Russie, ça avantage les Russes. Le temps que les pays occidentaux trouvent une alternative pour leur approvisionnement en matières premières, en gaz et en pétrole. D'ici là, ça va prendre peut-être une année. D'ici là, la situation va se retourner contre la Russie parce que si les pays occidentaux arriveront à trouver une alternative aux matières premières russes, ça va vraiment porter un coup fatal à Et vous pensez, Monsieur Mohamed Rabbah, que Poutine n'a pas vu tout ça? Est-ce que vous pensez réellement qu'il n'a pas calculé ce genre de risque? Et est-ce que vraiment les pays occidentaux pourront trouver un palliatif sur le court terme ou peut-être voire même sur le long terme réellement? Et déjà, au jour d'aujourd'hui, on va droit vers une récession économique mondiale, parce que dès le lendemain de l'invasion de l'Ukraine,
la quasi-totalité des bourses mondiales ont chuté. Hein. Oui, on n'a qu'à voir le Dow Jones, le lendemain, il a baissé presque 3%, le Nasdaq pratiquement de 4%, la bourse de Moscou 35%, et ça continue à baisser, D'un autre côté, le prix des matières premières continue à augmenter. Le pétrole il continue à augmenter, le gaz il continue à augmenter, le blé il continue à augmenter, l'aluminium, le cuivre. Donc, tout ça, c'est un signe évident d'une récession économique et qui va toucher tout le monde. N'épargnera personne, ni la Russie, ni les pays occidentaux. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure en début de mon intervention, ils ont intérêt, l'Ukraine et la Russie, de trouver un terrain d'entente, parce que ça y va de toute l'économie mondiale. C'est très important, on va en pâtir. L'Algérie, qui est un pays pratiquement, hein, je dirais pas pauvre, mais elle va en pâtir. Tous les pays africains vont en pâtir en premier lieu, parce que c'est les pays les plus pauvres. Oui, alors donc, naïvement, peut-on poser cette question Dieu pour que la guerre elle cesse. Oui. Alors, M. Mohamed Rebah, ou peut-on poser cette question peut-être, j'allais dire naïvement, mais à qui a intérêt, ou y a-t-il des pays qui auraient intérêt à ce que cette crise perdure dans le temps? Je pointerai du doigt en premier lieu les États-Unis, parce que les États-Unis, de quelle manière, selon vous, de quelle manière, oui, elle touche directement les Européens. Et les Américains sont en train de donner des conseils de loi. Hein, ça ne les touche pas, parce que cette crise, au contraire, elle va booster la production de gaz de schiste chez eux. Voilà, c'est ça. L'augmentation des prix de pétrole, ça va fragiliser l'Europe. Ça va booster leur économie. Donc ça arrange les Américains, mais ça n'arrange pas les Européens. Oui. Je reviens vers vous, Madame. Pas les Européens. Merci beaucoup, Monsieur Rebah. Je reviens vers vous, Madame Violette Daguerre. J'allais dire donc la même question. Je voulais savoir aujourd'hui, et des questions sont là, des questionnements aussi sont là. Est-ce que des partis auraient intérêt à ce que ce conflit perdure, et est-ce que les deux parties aujourd'hui, ukrainiennes et russes, ont compris? Les Russes l'ont compris depuis longtemps, puisqu'ils ont été quand même assez patients face aux provocations occidentales, 10 ans de provocations devant leurs frontières, et ce n'est que maintenant qu'ils réagissent. Mais est-ce que les Ukrainiens, vous pensez qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, en cas de guerre, ils seraient les premiers à en payer le prix et à être la scène ou le théâtre de cette guerre? Je pense qu'ils l'ont compris déjà, et même Zelensky, et je crois, et il l'a dit de toute façon, lui. Et je pense que maintenant, tout le monde se dépêche pour trouver un terrain d'entente et pour régler rapidement et d'une manière négociée cette situation qui est durée depuis très longtemps et qu'il était temps d'y mettre un point final. Et je pense que ce qui se passe, c'est peut-être un mal pour un bien, et même un bien pour qu'il n'y ait plus une superpuissance, une seule, dans le monde, et qui fait tout ce qu'elle veut depuis qu'elle a commencé, depuis l'effritement de l'Union soviétique, et depuis qu'il n'y a plus personne pour lui dire non. On a toujours besoin d'un équilibre dans ce monde avec différentes parties qui puissent être dans la partie pour ne pas vivre des guerres comme on a vécu dans cette période de Alors, écoulée. Une question s'impose, Madame Daguerre. A-t-on aujourd'hui sacrifié en quelque sorte l'Ukraine pour rebooster une économie énergétique qui était plus ou moins flatulente, en flatulence? Moi, je ne dirais pas que c'est sacrifier l'Ukraine. L'Ukraine, de toute façon, avec ce qui s'est passé, bien sûr, elle est passée à la trappe d'une manière ou d'une autre, avec les destructions. Bon, c'est limité quand même, avec tout ce qui s'est passé. Bien sûr qu'elle a payé un prix cher, mais il fallait comprendre qu'on pouvait arriver à cette situation si on continuait à jouer dans le déni d'une situation où tout le monde savait que ça pouvait aboutir à nulle part. Si ça continue comme ça, on va rentrer dans le mur. Et maintenant, si Poutine sort triomphalement de cette guerre,
il va aller dans notre région aussi, et là-bas, il va y avoir de gros changements à partir de la Syrie, bien sûr, parce qu'ils ont leurs pieds là-bas, mais avec Israël. Et je crois que on ne peut pas s'attendre au pire. À mon avis, bon, c'est vrai, peut-être il y aura on va voir la famine. De la surenchère humanitaire, mais également politique, diplomatique. Oui, c'est des choses qu'on voit tout le temps dans le paysage pour faire joli pour eux, ceux qui sont en train de pleurer, pour jouer sur les émotions. Madame Violette Daguerre, nous sommes pris par l'impératif du temps, donc je vous donne quand même le dernier mot, juste avant de conclure avec nos amis, nos invités sur le plateau, mais également par téléphone. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité et je dirais que, vous savez, c'était une heure de parler d'institutions des Nations Unies et travailler sur les droits de l'homme et les libertés et la démocratie, alors que moi, je n'ai vu pendant mon expérience que tout ce qui contredit ça, et ils étaient seulement des paravents pour nous leurrer et faire tout ce qui contribuait à servir leurs intérêts, à ce qui s'est passé et à ce qu'on voit ses conséquences aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Violette Daguerre. Je rappelle que vous êtes présidente de la Commission arabe des droits de l'homme. Vous étiez avec nous de Paris par Skype. Je vous remercie beaucoup d'avoir contribué à ce débat. Je reviens vers vous, Monsieur Mohamed Rabah, et je vous donne le dernier mot avant de conclure. Eh bien, merci d'abord pour l'invitation, et je dirais que moi, de mon côté, je prie Dieu pour que cette guerre s'arrête parce que ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne, et l'impact de cette guerre, on va le ressentir aussi bien en Algérie que dans tous les pays pauvres, les pays africains et même les pays occidentaux. Donc, fasse Dieu que cette guerre s'arrête pour l'intérêt de tout le monde. Voilà, madame. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Rabah. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Vous étiez avec nous à travers le téléphone à partir de El Bouaghi. Merci d'avoir contribué à ce débat. Merci, Sofiane Baroudi, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir éclairé notre lanterne, nous amener quelques informations concernant donc cette crise russo-ukrainienne. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous espérons avoir été légers et de vous avoir éclairé, tant soit peu, sur cette crise russo-ukrainienne.